Alors bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau jeudi de la Fondation Rovaltin qui sera le dernier avant les vacances, avant la période de session estivale, avec aujourd'hui une thématique d'importance et d'actualité, l'ambroisie, donc un exemple d'espèce envahissante nocive pour la santé. Donc l'ambroisie est une espèce qui nous vient d'Amérique du Nord et qui est ce qu'on appelle une espèce envahissante, c'est-à-dire que ce n'est pas une espèce endémique, donc elle n'est pas née ici. Et donc c'est un véritable sujet environnemental, évidemment, l'expansion de l'ambroisie. Et à côté de ça, l'ambroisie est également une plante qui a un fort impact en santé publique, puisque c'est une plante, alors pas toutes les espèces, mais certaines espèces d'ambroisie sont très allergènes. Et on voit chaque année, en tout cas au moins pour ceux qui habitent la région Auvergne-Rhône-Alpes, on voit qu'on subit les effets de l'ambroisie entre août et octobre. Et puis, j'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion aujourd'hui également de mettre en avant l'ambroisie, puisque en ce moment, ce sont les semaines, en tout cas les journées de lutte contre l'ambroisie. Donc, c'était du 15 au 30 juin, qui a été mis en place par le ministère des Solidarités et de la Santé. Et donc, vous avez tout un tas d'événements, si vous voulez regarder sur le site web, de sensibilisation. Vous en apprendrez plus aussi sur l'ambroisie pour les citoyens et également pour les professionnels. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir le site web de ces journées de lutte contre les ambroisies. Alors, pour nous parler de l'ambroisie un peu plus en détail, de son impact environnemental, de son impact sur la santé, et également de ses caractéristiques, parce que comment reconnaît-on l'ambroisie? Quelles sont les espèces allergènes notamment? Comment fait-on pour lutter contre l'expansion de cette espèce envahissante? Eh bien, pour nous en parler, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui deux expertes. Dans un premier temps, Marie-Lou Mottet, bonjour, Bonjour. coordinatrice à l'Observatoire des ambroisies de Fredon, qui est le premier réseau national dans la gestion des problématiques végétales. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Et puis, dans un deuxième temps, Madame Mercurol. Bonjour, Madame Mercurol, qui est responsable du service environnement extérieur de la délégation régionale de l'ARS ici en Drôme. Bonjour, Madame Mercurol. Merci de nous Bonjour. avoir rejoints pour nous parler de l'effet de l'ambroisie sur la santé plus en détail. Donc voilà, merci à vous tous également de nous avoir rejoints, même si, alors bon, on oscille ici entre orage et beau temps. Là, il fait beau, mais merci de nous suivre et d'être avec nous. Une petite parenthèse logistique, comme d'habitude, vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin de la première intervention de Madame Mottet pendant 5-10 minutes à peu près, et puis ensuite à Madame Mottet et à Madame Mercurol au cours du débat qui suivra les deux présentations. Également, dans la présentation initiale de Madame Mottet, vous aurez l'occasion de répondre à des questions directement sur votre écran. Donc, Madame Mottet vous posera des questions et vous pourrez simplement cliquer sur votre écran pour y répondre. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle conférence. Je remercie à nouveau nos deux experts de nous avoir rejoints et je laisse la parole à Madame Mottet et je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh ben, merci beaucoup Delphine. Alors, je partage mon écran. Je ne me trompe pas d'écran car j'en ai deux. Est-ce qu'on est bon? Oui. Ok, super. Donc ne prenez pas peur, les questions qu'on va vous poser au tout début, vous pourrez y répondre facilement puisque la première, ça sera en fait, est-ce que vous êtes vous-même allergique à l'ambroisie? Donc normalement, vous devriez voir apparaître sur votre écran un sondage et il vous suffit de cliquer sur votre écran pour pouvoir y répondre. Nous avons 10% de personnes allergiques ce soir. 10 ah quand même, OK, ça marche. Et une deuxième peut-être question, donc 10% de personnes allergiques qui sont présentes. Et puis, est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes qui sont allergiques à l'ambroisie? Donc, deuxième question. Un tiers de oui. Un tiers de oui, d'accord.
Donc on le verra par la suite. On a donc une grosse proportion de réponses positives sur ces 2 questions, certainement puisque la plupart d'entre vous sont situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ou une autre région qui est envahie par la présence d'ambroisie. Si on avait fait la même démarche peut-être en Bretagne ou en Hauts-de-France, on n'aurait peut-être pas autant de réponses, mais on le verra par la suite. Donc, en guise de présentation, je m'appelle Marie Loumotet, je suis la coordinatrice de l'Observatoire des ambroisies, et qui est un observatoire qui est piloté par le réseau Fredon, donc Fredon France. Et en 2 mots, donc Fredon, c'est le premier réseau d'experts au service de la santé du végétal, de l'environnement et des hommes. Donc, il y a une fédération nationale qui est située à Paris, à laquelle je fais partie. Et puis, on a 70 sites en France, vous voyez sur la carte, répartis sur tout le territoire, avec environ 400 collaborateurs. L'ambroisie, c'est une de nos missions, c'est pas la seule. En fait, on a 3 grands champs d'activité qui sont la santé du végétal, la santé de l'environnement et la santé des hommes. Tout ça dans une approche One Health, une seule santé, qui est un terme un petit peu en vogue en ce moment. Et donc, l'Observatoire des ambroisies, qui est le thème de ma diapo suivante, fait partie de ce champ d'activité santé des hommes. Et l'Observatoire, donc, c'est une structure qui a été créée en 2011 par les ministères chargés de la santé, de l'agriculture, de l'écologie, l'INRA, et puis qui est pilotée par Fredon France, comme je vous le disais. Et on est un centre de ressources national en matière d'ambroisie. Et donc, notre mission principale, c'est d'améliorer la diffusion des connaissances et des informations relatives aux ambroisies. Donc, on est tout à fait dans le thème ce soir. Et nous pouvons partir sur la présentation justement des ambroisies. J'introduis cette thématique par la définition d'une espèce exotique envahissante, une EEE, une 3E. Et donc, c'est une espèce exotique, ça veut dire une espèce vivante non indigène qui est présente en dehors de son aire de répartition naturelle. Souvent, elle est introduite par l'homme. Donc là, vous voyez sur la carte que je vous ai mis à l'écran, ce sont les trajets humains entre les différents continents. Donc, à l'occasion de ces différents voyages, on est susceptible de transporter avec soi soit des petites propagules, soit des petits insectes, des graines, etc., de façon involontaire ou involontaire. Et de les ramener chez nous sur un aire de répartition donc non naturel pour ces espèces. Et envahissante, c'est une espèce qui dispose de fortes capacités de croissance, de multiplication et de dispersion, et donc qui peut proliférer, là comme vous le voyez sur une photo d'Alain Dutartre, des myriophiles aquatiques qui prolifèrent, qui sont envahissants sur un cours d'eau. Souvent, le succès de ces plantes exotiques envahissantes est dû au fait que quand une espèce arrive sur un milieu nouveau pour elle, elle vient pas avec tout son panel d'ennemis qui d'habitude sont susceptibles de la réduire ou de limiter les populations. Donc, elle n'a pas d'ennemis naturels. Et puis, souvent, elles ont des reproductions végétatives ou sexuées très importantes. Donc, par exemple, pour le cas de l'ambroisie, ça va être uniquement par les graines. Elles vont produire une énorme quantité de graines qui donc participent à ce succès d'envahissement. En fait, il existe plusieurs espèces d'ambroisie qui sont présentes en France. Il n'y en a pas qu'une. On parle de l'ambroisie généralement. Donc, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. C'est celle qui est présente le plus communément sur le territoire. Et en fait, on en a 4 qui sont présentes. Donc, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie trifide, l'ambroisie à épilis et puis l'ambroisie à petites feuilles. Donc, Artemisifolia, Trifida, Psilostachya et Tenifolia. Et parmi ces 4 ambroisies présentes en France, il y en a 3 qui sont réglementées dans le Code de la santé publique avec une obligation de gestion. Donc, je vais faire un petit focus sur ces 3-là plutôt et vous présenter les cartes de répartition de ces 3 ambroisies qui sont réglementées. Donc, tout à gauche, vous avez l'ambroisie à feuilles d'armoise et là, on constate qu'elle est effectivement présente partout sur la France, un peu moins dans le nord, mais Auvergne-Rhône-Alpes est bien envahie, Nouvelle-Aquitaine aussi pas mal, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Occitanie aussi. Donc, on voit des situations d'invasion quand même conséquentes. Vous pouvez voir aussi une espèce de ligne dans le centre de la France, et en fait, c'est la Loire qu'on voit ici. On y reviendra un petit peu plus tard, mais les cours d'eau sont en effet des vecteurs de dispersion. Et puis aussi, ce sont des endroits où on se balade souvent et donc on a plus de probabilité de rencontrer de l'ambroisie et de le signaler.
Pour l'ambroisie trifide, elle est plus localisée, comme vous voyez, en Occitanie, autour de Toulouse. Il y a quelques spots ponctuels un peu autre part en France, dans le Nord ou en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore en PACA, mais donc bien plus localisée. Et pour l'ambroisie à épilis, on va la retrouver plutôt le long de la Méditerranée. Et donc, je vais introduire une troisième et dernière question. Est-ce que vous saurez reconnaître l'ambroisie? Donc, vous allez avoir une autre question qui va s'afficher sur votre écran et vous pouvez répondre. Oui, à 61%. C'est ce que nous allons voir sur les diapos suivantes. Non, c'est super si vous savez reconnaître l'ambroisie. Alors, je vais commencer par l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui est l'ambroisie la plus présente et que si vous êtes d'Auvergne-Rhône-Alpes, vous allez retrouver le plus souvent. Donc, c'est une espèce annuelle. Donc, ça veut dire qu'elle va mourir quand viennent les premiers gels. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle relâche ses graines. Et puis, donc l'année suivante, elle va repartir. Mais voilà, elle n'est pas pérenne. Donc, son nom latin, Ambrosia artemisifolia. Donc là, vous la voyez tout à gauche au stade plantule. Donc elle a 2 cotylédons qui sont les premières feuilles qui apparaissent sur la plante, qui sont bien ronds. Souvent, on peut retrouver une couleur un peu rougeâtre en dessous. Et puis les deux feuilles suivantes qui sont opposées et déjà bien découpées, ce qui préfigure après, donc on verra sur la diapo suivante, de la forme de la feuille d'ambroisie à feuilles d'armoise. Au stade végétatif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore de fleurs, elle va avoir souvent un port un petit peu buissonnant, comme on peut le voir sur votre écran. Et puis, au stade floral, elle peut être assez conséquente en termes de taille, puisqu'elle peut monter jusqu'à 2 mètres. Alors, fréquemment, on la voit entre 20 cm et jusqu'à 2 mètres. Ça dépend en fait des conditions dans lesquelles elle va pousser, si elle a accès à beaucoup de nutriments, beaucoup de soleil. C'est pas rare, par exemple, en milieu perturbé comme les bords de route, de la voir fleurir et égrener alors qu'elle fait 10 cm, parce qu'elle est dans des mauvaises conditions. Et là, comme on la voit sur la photo, dans un champ qui a été récolté, elle a plein de lumière, plein de nutriments, donc elle peut pousser très très haut. Au niveau de la feuille, donc elle est profondément découpée. Elle est verte de chaque côté. Quand vous retournez la feuille, en fait, vous voyez que le vert est à peu près le même de chaque côté. Et c'est comme ça qu'on la différencie avec l'armoise, qui est les armoises qui sont des autres espèces avec lesquelles on les confond beaucoup. Et l'armoise commune est plus blanche d'un côté que de l'autre. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez déjà commencer par regarder la face inférieure de la feuille. L'ambroisie à feuilles d'armoise n'a pas d'odeur quand on la froisse, ou alors très rarement. Donc, ce n'est pas un critère sélectif, mais souvent, s'il n'y a pas d'odeur, c'est ça. Et puis, les feuilles sont opposées à la base, et puis plus on monte, plus elles vont devenir alternes avant l'inflorescence. Et puis voilà, elles sont doublement lobées ou lacérées. Au niveau de la tige, donc la tige est velue. Les poils sont bien visibles. Et puis, elle est verte en début de saison. Elle devient rougeâtre à violette à partir de juillet. Enfin, plus la saison avance, plus elle devient rougeâtre. Et puis, elle peut prendre des teintes marron après les premiers gels. Et c'est là que la plante va mourir. Au niveau de la fleur, on a les fleurs mâles qui sont de couleur un peu jaune-verte, comme vous les voyez ici, qui sont situées au-dessus. Donc ça, ce sont les fleurs mâles qui produisent le pollen, qui rend allergique. Et puis les fleurs femelles sont sur la même plante, c'est une espèce monoïque. Elles sont un petit peu plus bas, et donc ce sont ces fleurs femelles qui produisent les graines qu'on appelle des akènes. C'est pas impossible de trouver des plantes qui sont parfois 100% mâles ou 100% femelles. C'est un petit peu des aliens, c'est un peu étrange, on se demande ce que c'est au départ, mais c'est pas impossible d'en retrouver dans la nature. Au niveau de la graine, c'est une graine qui a une taille très variable, donc elle peut aller de 2 à 3 mm. Enfin, vous la voyez en photo côte à côte, donc 3 graines de la même plante qui peuvent aller du simple au double. Et puis vous les voyez à côté d'un grain de maïs aussi, juste en dessous, pour vous rendre compte de la taille. Et donc elles sont couvertes de petites épines, donc elles sont facilement identifiables. Et puis le problème, c'est qu'elles peuvent vivre plusieurs dizaines d'années dans le sol, et qu'en moyenne, il y a 3000 semences par pied d'ambroisie qui peuvent être produites.
3000, c'est une moyenne, ça peut être 5 graines comme plusieurs dizaines de milliers. Je crois que quelqu'un s'était amusé à compter un individu avec 62 000 graines. Il devait avoir beaucoup de temps. Mais voilà, donc 3000, c'est une moyenne. Et au niveau du système racinaire, donc c'est une racine pivot, comme vous le voyez sur ces photos, donc ce qui rend les plants facilement arrachables. Ils arrivent facilement, ce pas des stolons. Et notamment après une pluie, c'est encore plus facilement, elles sont plus facilement arrachables encore. Voilà pour l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et puis, je vais passer un petit peu plus rapidement sur les deux autres espèces, puisque vous avez moins de chances de les croiser, mais néanmoins, c'est très important de pouvoir les identifier pour les signaler si jamais vous en croisez sur votre route. Donc, on continue avec l'ambroisie trifide, qui est une espèce annuelle, elle aussi. Donc, l'ambroisie trifida. Qui vient d'Amérique du Nord, comme j'ai oublié de le dire, mais comme l'ambroisie à feuilles d'armoise, elles viennent les deux d'Amérique du Nord. Et vous la voyez au stade plantule, donc là à côté d'un stylo. Donc c'est une plantule qui est bien plus conséquente que celle à feuilles d'armoise. Au stade végétatif, vous la voyez au milieu de l'écran, et puis au stade floral, et c'est comme ça qu'on la reconnaît, c'est qu'elle elle est très grande. En fait, c'est une géante, elle peut aller jusqu'à 4 mètres, voire 5 mètres. Et donc, bon, quand on la croise, on ne l'oublie pas généralement. Les feuilles sont le plus souvent trilobées, donc c'est l'ambroisie trifide, ça vient de là. Et par contre, on peut quand même aller de 1 lobe à 5 lobes, mais voilà, le plus souvent, ça va être 3 lobes au niveau de la feuille. Donc là, je vous l'ai mis, donc c'est une photo d'Alain Rodriguez de l'ACTA, dans une parcelle envahie d'ambroisie trifide en Occitanie. Donc là, effectivement, ce que vous voyez derrière le tracteur, c'est l'ambroisie trifide, et cette photo rend bien compte de la hauteur potentielle de cette plante. Et la troisième que je vous présente, donc l'ambroisie à épilis, qui, elle, pour le coup, est une espèce vivace, contrairement aux deux autres. Donc elle s'appelle Ambrosia psilostachya, au stade plantule, au stade végétatif et au stade floral. Donc là, elle ressemble énormément à l'ambroisie à feuilles d'armoise. Elle est généralement plus petite, mais on peut facilement les confondre les deux. Et comment on les différencie? C'est avec l'appareil racinaire, le système racinaire, puisque celle-ci en fait se reproduit par drageons. Donc les drageons elle fait très peu de graines, elle va se reproduire, comme vous le voyez sur la photo, par ce système racinaire un peu spécifique. Et donc, ce qui la différencie considérablement des deux autres espèces, qui sont, elles, annuelles. Voilà pour la présentation de ces trois espèces. Et puis maintenant, je vais plutôt me concentrer sur l'ambroisie à feuilles d'armoise. Et donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'historique de l'invasion de cette plante. Et donc, les premières observations d'ambroisie à feuilles d'armoise en France, elles datent d'environ 1860. Donc, c'était des botanistes qui l'avaient repéré dans l'Allier. Donc, on a retrouvé ça dans un herbier. Et puis, donc ça, c'est des introductions initiales et des réintroductions successives ont eu lieu. Et puis, donc, il y a eu des recherches faites sur cet aspect-là. Et donc, tout d'abord, elle serait introduite avec des graines de légumineuses, donc de trèfle ou de luzerne, qui étaient importées de Pennsylvanie pour ensemencer des prairies artificielles. Et puis ensuite, elle est venue via l'importation de fourrage de chevaux américains pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, l'arrivée des véhicules américains à chenilles qui ont débarqué à Lyon au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette situation d'invasion. Et puis que, historiquement, Auvergne-Rhône-Alpes est bien recouvert. Voilà, donc je vous remets juste le petit gif. J'espère que vous le voyez à l'écran. Hop, donc sur cette carte à gauche, vous voyez d'année en année la progression de la plante. Donc c'est une progression qui se fait pas de manière naturelle, puisque la plante a une dispersion, on appelle barocore, c'est-à-dire que la graine va simplement tomber au pied de la plante et pas aller plus loin. Donc normalement, on ne devrait pas avoir une dispersion très déployée sur tout le territoire, mais en fait,
comme on va le voir sur la diapo suivante, ce sont surtout les humains qui la transportent et puis qui l'introduisent dans des zones jusqu'alors indemnes. Et donc au niveau des vecteurs des dispersions, on va être surtout sur des camions, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, enfin en fait tous les engins qui travaillent le sol, qui peuvent être susceptibles d'en transporter. Pardon. On peut en retrouver dans des sacs de semences qui sont contaminés, dans les graines pour les oiseaux. C'est possible aussi, bien qu'il y ait une réglementation européenne là-dessus, on en retrouve encore. L'eau ruisselante, puisque la graine a une capacité de flottaison qui n'est pas infinie, mais qui a quand même une bonne capacité de flottaison. Et puis, parmi le compost ou peut-être fleuris qui sont contaminés, ou encore dans les grandes chaussures ou de bottes quand on se balade, par exemple, d'un champ contaminé à un autre. Voilà. Et puis, les transports de terre et de récolte d'automne contaminés contribuent fortement à la dissémination des graines. Au niveau des habitats où est-ce qu'on peut retrouver cette plante, donc elle s'installe sur des zones qui sont souvent mises à nu, qui sont perturbées, qui sont perturbées par les activités humaines très souvent, donc des milieux anthropisés. Donc on va les retrouver en bord de route, dans les cultures, dans les terrains en friche ou dans les chantiers, et puis on va les retrouver dans un milieu naturel qui est le bord de cours d'eau, puisque de par son fonctionnement naturel, c'est un milieu qui est souvent perturbé avec les crues et les inondations, donc qui va lessiver le parterre et puis laisser la place à plein d'espèces pionnières de s'installer. Donc souvent, on va retrouver plein d'espèces exotiques envahissantes ici, dont l'ambroisie. Alors, au niveau du cycle de développement, on a des dates là qui sont indiquées, mais elles sont à titre indicatif, puisque bien sûr, ça va être différent qu'on soit dans le sud ou le nord de la France. Et puis, c'est variable aussi selon la météo. Et donc, on a en avril-mai la levée de l'ambroisie. Donc, on va la voir à ce moment-là au stade plantule, avec les deux cotylédons bien ronds qu'on a vus au départ. Et puis, en ce moment, elle va être en train de croître, et donc elle va avoir ce port un peu buissonnant. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on préconise de mettre les actions de gestion en route, puisque en fait, elle n'est pas encore dangereuse, elle n'a pas encore de pollen qui sont produits. Et donc, c'est à ce moment-là que devrait se faire l'essentiel des actions de gestion. C'est notamment pour ça que sont mises en place les journées de lutte contre les ambroisies du 15 juin au 30 juin, puisque voilà, ces journées sont présentes pour sensibiliser le plus de personnes à cette plante et notamment à sa reconnaissance, pour pouvoir agir avant qu'elle devienne dangereuse avec ses pollens. Et donc en août arrive la floraison. Donc je crois que cette année, le Réseau national de surveillance aérobiologique a annoncé le 5 août comme date prévisionnelle des premiers pollens d'ambroisie. Et en septembre, on a les pics de pollinisation. Donc c'est là qu'on a le plus d'émissions de pollen. Et puis c'est là qu'on a le plus de malades, évidemment. Un peu plus tard dans la saison, donc de septembre à novembre, on va avoir la grenaison. Donc là, ce sont les fleurs femelles qui sont fécondées qui vont donner des semences, donc les akènes dont je vous parlais, et qui se ressèment. Et puis donc la plante meurt, et puis l'année suivante, de nouvelles ambroisies apparaissent, etc. Donc, comme on l'a vu, une ambroisie donne en moyenne 3000 graines. Donc potentiellement, les années suivantes, il y a 3000 nouvelles ambroisies qui vont repousser. Donc on comprend que c'est un élément clé, cette grenaison, pour la gestion de la plante. Je vais aborder maintenant les problématiques que pose cette plante, en survolant un peu l'aspect sanitaire, puisque Armelle va vous en parler plus en détail après. Mais c'est donc une plante qui est responsable de pollinose, donc des réactions allergiques qui sont caractérisées par de la rhinite, de l'asthme, conjonctivite, eczéma ou urticaire. Je vais juste m'arrêter sur des chiffres qui sont donnés au niveau de l'Europe et de la France, de combien ça coûte cette plante et combien de personnes sont malades. Et donc, il y a une étude de Schaffner et al. Qui est parue en 2020 qui estime qu'il y a 13,5 millions de personnes qui seraient allergiques en Europe, et tout ça coûterait, en termes de santé, 7,4 milliards d'euros.
En France, vous avez un rapport qui est paru l'année dernière aussi, en fin d'année dernière, tout récent, qui est un rapport de l'ANSES, donc impact sanitaire et coûts associés à l'ambroisie à feuilles d'armoise en France, qui estime donc plusieurs chiffres, donc les coûts de prise en charge, les coûts de perte de production et les coûts de perte de qualité de vie. Et donc, vous voyez les chiffres affichés entre 59 millions et 186 millions de coûts de prise en charge. Donc, la prise en charge, ça va être tout ce qui est médicamenteux, ça va être les antihistaminiques, les désensibilisations, etc. Les coûts de perte de production, ça va être plutôt lié aux arrêts de travail ou bien au travail qui est moins performant des personnes qui sont malades. Et puis, le coût de perte de qualité de vie est un coût plutôt théorique basé sur le coût d'une personne en bonne santé, c'est tant. Et puis, donc, ils ont calculé avec des calculs savants que je serais incapable de repréciser ici. Donc, c'est le coût de perte de qualité de vie des personnes allergiques. Cet intervalle peut être surprenant, donc ça peut être parfois du simple au triple. Et en fait, c'est dû au fait que l'estimation des personnes qui seraient potentiellement allergiques, l'ANSES a donné une échelle de 1 à 3. Donc, en fait, les coûts qui sont calculés par la suite sont calculés sur cette échelle. Donc, on a aussi une échelle en termes de coûts. Juste pour vous signaler cette ressource, si vous êtes malade ou si vous connaissez des personnes allergiques, le RNSA, donc le Réseau national de surveillance aérobiologique, produit chaque semaine des cartes du risque allergique au pollen, pas que ambroisie, mais vous avez les cartes ambroisie que vous pourrez retrouver sur pollen.fr. Et donc là, par exemple, vous avez la carte de septembre 2019 pour l'ambroisie. Et donc, on se rend compte que le risque d'allergie d'exposition est bien plus élevé sur les zones qui sont fortement envahies par l'ambroisie, ce qui est plutôt logique. Et je passe sur la deuxième problématique, qui est la problématique agricole. Donc, c'est effectivement une adventice de culture qui va pouvoir envahir des cultures. Donc là, vous avez en haut à gauche une culture de tournesol. Et donc, tout ce qui est vert clair, c'est de l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc ça, c'est une situation de culture qui est très, très envahie quand même. Et puis en bas, vous avez une autre situation. Donc là, ça va être dans les chaumes de céréales. Donc les chaumes, c'est quand on fait la récolte de céréales, il reste ensuite les chaumes. Et à ce moment-là, les ambroisies qui étaient restées un peu en dessous, sous le couvert des céréales, ont toute la place et le soleil pour croître. Et donc souvent, on va voir à ce moment-là des champs couverts d'ambroisie. Et donc, c'est une problématique agricole puisque il va y avoir des coûts de gestion supplémentaires pour les agriculteurs, une perte de rendement, un déclassement des lots, donc des semences qui vont être non conformes puisqu'il va y avoir de la présence d'acènes d'ambroisie. Il peut y avoir des pénalités au niveau de la PAC et puis une problématique qui est de plus en plus prépondérante en France, c'est l'apparition de résistance aux herbicides, qui est un phénomène qui est bien connu aux États-Unis depuis un certain moment. Et puis en France, dans ces 10 dernières années, on a découvert que effectivement, on avait également des populations qui étaient résistantes à certains herbicides. Donc c'est un problème qui risque qui ne risque pas de s'arranger si on continue comme ça. Et enfin, c'est une problématique sociétale puisque c'est une plante qui, on l'a vu, avait la possibilité d'envahir plusieurs types d'habitats. Donc, on a des bords de route, des parcelles agricoles, des chantiers, des terrains en friche, des jardins, etc. Et donc, souvent, ça va provoquer des conflits entre les différents acteurs ou des conflits de voisinage ou encore des enjeux touristiques. Je m'explique. Quand, par exemple, une personne est allergique à l'ambroisie et qu'elle voit que le côté de sa maison n'est pas géré par les gestionnaires de bord de route, elle va se retourner vers eux qui vont dire non, c'est l'agriculteur du coin qui n'a pas géré en même temps, qui va se retourner. Enfin, bon, tout le monde se renvoie la balle et puis ça peut provoquer ce genre de conflit. D'où la nécessité qui est une coordination des actions, une animation de la lutte et puis une coordination des acteurs également.
Et on va partir sur une partie qui, donc je vais passer assez rapidement, mais vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de cette plante et comment est-ce qu'on peut la gérer. Donc la première des gestions, c'est la gestion préventive, puisque l'éradication, elle n'est possible que sur des populations qui ont été découvertes récemment, donc des détections précoces. Puisque quand on détecte rapidement une population, elle n'a pas le temps de faire trop de graines et donc le stock de semences dans le sol va être faible et c'est très facilitateur pour la gestion. C'est vraiment quand on a un stock de semences dans le sol qui est conséquent qu'on va mettre très longtemps à gérer et que ça va être compliqué. Puisque une graine peut vivre plusieurs dizaines d'années dans le sol, on se rend compte que la gestion va être compliquée. Il va falloir laisser pousser les ambroisies, les détruire avant qu'elles grainent, laisser pousser, les détruire, etc. pendant plusieurs années. Donc voilà, d'où la nécessité d'un repérage rapide. Et notamment, il y a une plateforme de signalement ambroisie qui a été mise en place qui est un de ces objectifs de cette plateforme, c'est de pouvoir signaler la présence et puis d'agir le plus précocement possible. Mais je pense que je vais en parler un petit peu plus tard. Et au niveau de la gestion préventive, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, par exemple, vérifier l'absence de graines dans les matériaux qui sont utilisés lors de travaux du sol. Donc, vérifier qu'on n'a pas de graines d'ambroisie dans la terre ou le compost ou les remblais qu'on utilise. Donc, avec l'objectif de ne pas utiliser de matériel contaminé non plus. Et puis, une autre possibilité, c'est de rechercher la source de l'arrivée des ambroisies pour stopper l'apport, puisque si on gère mais que la source est continue, donc ça va réduire nos efforts à néant. On peut aussi éviter de laisser des sols qui sont à nu, puisque l'ambroisie est assez mauvaise concurrente. Dès qu'il y a une végétation qui est mise en place, elle va avoir plus de mal à se développer. Donc, quand on a des sols qui sont à nu, on peut par exemple les bâcher, les végétaliser, mettre des paillis, etc. Donc, avec l'objectif d'empêcher la levée d'éventuelles semences qui seraient déjà présentes dans le sol. Et puis, enfin, on peut nettoyer les engins qui travaillent le sol, par exemple des moissonneuses-batteuses. Quand on vient de passer dans un champ qu'on connaît contaminé, et s'arrêter en bord de parcelle et puis nettoyer son engin avant de repartir sur d'autres parcelles. Et une fois que la plante est déjà bien présente, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme technique? Donc, on a plusieurs choses qui peuvent marcher. Et bien sûr, ces méthodes, elles diffèrent suivant les habitats et puis suivant la densité d'ambroisie à laquelle on est confronté. Donc, vous avez le désherbage mécanique, ça va comprendre toutes les actions de binage, de fauche, de broyage, etc., qui sont plutôt des actions qu'on va pouvoir mettre en place dans les champs ou le long des bords de route. Donc, la fauche est beaucoup utilisée notamment à ce moment-là. Le désherbage chimique est bien sûr interdit dans pas mal d'habitats où on peut retrouver l'ambroisie, à savoir les bords de cours d'eau et puis en collectivité. Donc ça va être utilisé le plus souvent encore dans les parcelles cultivées. L'arrachage manuel, c'est la gestion la plus efficace, celle qu'on préconise sur des petites populations. Évidemment, quand vous avez plusieurs kilomètres d'ambroisie le long d'une route ou un champ envahi, on ne va pas aller arracher à la main, mais sur des petites populations, c'est la meilleure technique, puisqu'en fait, on va être ultra sélectif. On va juste arracher la plante non désirée, laisser tranquille les autres à côté. Et puis, en fait, on enlève tout, le système racinaire, et puis elle ne va pas pouvoir repartir. Alors que dans toutes les autres gestions, un seul passage, ça va pas être suffisant. Il va falloir au minimum passer toujours 2 fois, quelle que soit la méthode utilisée. Alors que l'arrachage manuel, là, on l'arrache, on laisse sur le côté, c'est fini. Le désherbage thermique, j'en parle très rapidement puisque c'est utilisé plutôt en collectivité, mais ça, c'est dans le cadre de la gestion en plus d'autres espèces végétales non désirées. Donc, on n'est vraiment pas sélectif, et puis on peut s'interroger sur le coût environnemental également. Et enfin, la lutte biologique qui est utilisée dans certains cas bien spécifiques. Donc, par exemple, vous avez le pâturage avec les ovins, les bovins, les caprins qui peuvent boulotter les ambroisies. Alors ça, c'est plutôt utilisé sur des milieux
dans lesquels on va difficilement pouvoir passer un engin, par exemple, ou on n'a pas le droit d'utiliser de chimiques, ou il y a trop d'ambroisie pour faire de l'arrachage manuel. Donc, par exemple, typiquement le long de bords de cours d'eau, ça peut être utile à ce niveau-là. Et puis, vous avez aussi, juste à côté du mouton sur la photo, une petite chrysomèle, un insecte qui s'appelle Ophryaella comuna. Et je vais en parler un petit peu plus loin. Ah ben voilà, juste là. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est donc une chrysomèle qui est originaire d'Amérique du Nord, comme l'ambroisie. Et justement, en fait, c'est un prédateur naturel de l'ambroisie là-bas, et qui n'est pas apparu en France pour le moment. Et par contre, elle est apparue en Italie et en Suisse. Et en fait, donc c'est un insecte dont la larve va se nourrir sur les ambroisies. Et puis vous voyez apparaître à l'écran son cycle de vie. Donc les larves s'alimentent sur les parties tendres des feuilles. Ensuite, avant la nymphose, elles tissent un cocon. Au stade adulte, elles commencent dans la litière, et puis elle retourne sur l'ambroisie, et puis ensuite elle repond ses œufs sur l'ambroisie. Et donc cette petite bestiole est arrivée en Italie, et on s'est rendu compte à ce moment-là, donc c'était en 2013, qu'il y a eu une énorme réduction des pollens dans l'air, donc plus de 80% de réduction de pollen dans l'air, vous voyez sur le graphique, à partir de 2013, et on s'est rendu compte que c'était notamment dû à cette petite bestiole qui était arrivée de façon accidentelle dans la région de Milan. Donc depuis, c'est une bestiole qui est très étudiée par les scientifiques. Notamment, il y a une publication récente l'année dernière de Schaffner et al. Qui ont estimé en fait le nombre de patients qui souffriraient moins des allergies si la bestiole était présente en Europe. Et donc, il y aurait 2,3 millions de personnes qui seraient moins impactées par les pollens d'ambroisie si la bestiole était là. Et puis, on pourrait réduire les coûts de santé à 1,1 milliard d'euros par an. Voilà, donc c'est une bestiole qui n'est pas encore présente en France, qui est très étudiée pour savoir quels sont les risques, quels sont les bénéfices qu'elle peut apporter en termes de gestion si jamais on décidait de l'utiliser. Et bien sûr, on rappelle qu'il est complètement interdit d'aller la chercher et de la ramener pour le moment. Voilà pour la gestion. Donc, en synthèse, ce sont des méthodes qui sont adaptées au cas par cas. Bien sûr, il n'y a pas une solution idéale. Il faut toujours favoriser la prévention et la non-dissémination. Et puis, on rappelle aussi que, en fait, un individu, c'est facilement détruit. C'est une espèce annuelle, donc c'est pas comme les renouées du Japon, par exemple, ou les renouées asiatiques que vous pouvez peut-être connaître. On peut facilement les tuer, et c'est vraiment une espèce annuelle qui finalement, tout l'enjeu est dans la production de graines. C'est vraiment essayer d'éviter qu'elles produisent des graines pour pouvoir se réinstaller les années suivantes. Si vous voulez plus d'infos sur cette gestion, je vous conseille d'aller retrouver le guide de gestion de l'ambroisie à feuilles d'armoise qui est présent sur le site ambroisie-risque.info. Vous retrouvez en fonction du milieu impacté quelles techniques de gestion sont disponibles avec les avantages et les inconvénients de chacune. Et puis un petit point sécurité, alors on conseille évidemment d'aller gérer la plante avant la production de pollen, et puis de s'équiper de vêtements qui couvrent le corps et de gants, puisqu'il y a toujours des réactions cutanées qui peuvent apparaître. Et puis si jamais on n'a pas réussi à y aller avant, et puis qu'il y a déjà des pollens qui sont présents, alors à ce moment-là, il faut s'équiper d'un masque. Voilà, et on déconseille fortement aux personnes sensibles d'aller faire ces actions de gestion. Et au niveau des déchets, c'est une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je fais des ambroisies que j'ai arrachées? Donc avant qu'elles n'aient produit de graines, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les composter, les métasiser, les laisser sur place, il n'y a pas de souci. Et puis une fois qu'elles ont produit des semences, une fois que vous avez des graines qui sont présentes, alors on conseille de vraiment laisser sur place, comme ça on évite toute dispersion involontaire.
et puis de revenir l'année d'après pour gérer en sachant que j'ai laissé de l'ambroisie ici l'année précédente. Donc je reviens et je les gère avant qu'elles ne produisent des graines. On peut se poser la question de quels sont les effets du changement climatique sur les ambroisies. Donc effectivement, il y a beaucoup de publications là-dessus et il y a des effets. Donc, par exemple, l'élévation de gaz carbonique et puis les changements de température, donc plus de vagues de chaleur ou bien des gelées en hiver qui sont moins précoces. Ça va favoriser plusieurs choses chez l'ambroisie. Donc la croissance et la production de pollen qui seront plus importantes. Le pollen serait en rapport avec une inflammation allergique plus forte au niveau pulmonaire. Elle produirait plus de substances défensives contre les insectes herbivores. Et puis, elle pourrait s'installer dans des régions qui étaient défavorables jusqu'alors, donc plus vers le nord. Et puis, quand elles sont installées, donc une meilleure installation puisqu'elles peuvent s'installer plus durablement. Donc, tout ça conduirait effectivement à ce qu'il y ait plus de personnes allergiques dans le futur, dû au changement climatique. Et enfin, je vous donne pour finir mon exposé, quelques outils qui existent. Donc, vous avez cette plateforme de signalement ambroisie, qui est un outil créé en Auvergne-Rhône-Alpes et puis qui est maintenant disponible sur toute la France, qui permet de signaler la présence d'ambroisie par 4 canaux possibles. Donc, vous avez une application smartphone, un site internet ou bien un numéro de téléphone ou une adresse mail. Et donc, tout un chacun peut signaler la présence de la plante. Et ce signalement est envoyé à un référent communal quand il y en a un référent ambroisie, qui va essayer de mettre en place des mesures pour coordonner les actions de lutte. Vous avez beaucoup de ressources qui existent. Vous avez des vidéos sur la chaîne YouTube de l'Observatoire des ambroisies. Vous avez des lettres à laquelle vous pouvez vous inscrire, des lettres mensuelles d'information. Vous avez des webinaires, des documents. Il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, allez faire un petit tour sur ambroisie-risque.info si jamais vous avez besoin de ces ressources. Il existe également une animation qu'on réalise auprès des jeunes publics qui s'appelle Captain Alargo, qui est vraiment là pour sensibiliser les enfants et puis leur environnement culturel sur qu'est-ce que c'est une ambroisie et qu'est-ce que je peux faire. Et vous avez beaucoup de documentation qui vont de l'affiche très générale grand public à des guides très spécialisés sur certains milieux, à des films, à des cartes de reconnaissance, etc. Que vous pourrez retrouver dans un catalogue présent sur le site que vous voyez affiché à l'écran. Les journées de lutte, j'en ai parlé rapidement, donc je vais peut-être passer, mais voilà, sachez qu'il y a une page sur ambroisie-risque.info qui recense tous les événements qui ont lieu. Donc si vous avez envie d'aller faire une conférence ou une sortie arrachage d'ambroisie, vous pouvez aller faire un tour pour voir ce qui se passe à côté de chez vous. Et puis, je vous invite à suivre les actus en ligne si cette thématique vous intéresse. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, sur un site internet. Et puis, donc, je vous redonne aussi le site du RNSA et le site de la plateforme de signalement ambroisie. Et je vous remercie pour votre attention. Et je crois que maintenant, nous avons un petit temps pour des questions. Ah oui, c'était absolument fabuleux. Merci beaucoup, Madame Hotel, pour cette présentation extrêmement riche et rigoureuse. Vous avez répondu à ma question. Moi, je vais vous demander ce qu'on faisait une fois qu'on avait arraché les ambroisies. Je vais peut-être en trouver d'autres. Si vous voulez, vous pouvez poser vos questions, Madame Hotel, peut-être pour 5 minutes, là maintenant. Si des questions vous viennent, alors n'oubliez pas de lever la main. Quand vous avez une question, vous pouvez lever la main et d'ouvrir vos micros. Je vous donnerai la parole pour poser votre question en direct. J'ai beaucoup parlé, je les ai sûrement endormis aussi. Non, c'était vraiment passionnant et très riche.
en fait. Bon, moi, j'avais une question sur donc ces petits insectes, là, les Ophraaella. Est-ce que vous avez un peu de détails sur les projections, c'est-à-dire quels seraient leurs prédateurs, quelle serait éventuellement leur prolifération si on les amenait ici, en termes de biocontrôle? Ouais, alors j'aurais pas tout en tête, mais c'est effectivement des sujets qui sont traités par les scientifiques et notamment l'étude dont je vous parlais, donc Schaffner et al. Faisaient des prédictions sur divers scénarios d'envahissement de cette bestiole en Europe. Et donc, suivant les scénarios, en fait, la présence d'ambroisie va être fortement limitée ou pas, puisqu'en fait, avec le changement climatique, l'ambroisie aussi va se développer, mais sauf que l'ambroisie aura une aire de répartition qui sera plus grande que Ophraalia communa. Donc finalement, la bestiole va pouvoir se déplacer et puis envahir un certain territoire. Mais avec le changement climatique, il y a des chances que l'ambroisie aille encore plus loin, là où ce ne sera pas accessible, par exemple, pour Ophraalia communa. Mmh. Donc, ça D'ailleurs, sera. j'ai une question sur les précipitations, parce que vous parlez de changement climatique et ce changement climatique, finalement, ce réchauffement, il va avoir plusieurs effets, notamment des effets dans certaines régions où il y aura beaucoup plus de précipitations plus lourdes, un petit peu comme ce qu'on vit peut-être puissance 10 ou 20 un peu plus tard, 2030. Est-ce que vous savez si l'ambroisie résiste, parce que vous disiez qu'elle ne supporte pas le gel, en termes de précipitations, est-ce que vous avez des données sur... Alors, pas tellement au niveau des précipitations. C'est vrai que c'est une espèce qui aime quand même beaucoup le soleil, mais Pareil. je suis pas sûre que les précipitations auront des effets énormes dessus, puisqu'en fait, c'est une plante qui est vraiment elle est très tolérante. En fait, elle va s'installer sur des gradients de argileux à sableux, pas de souci. Au niveau de la température, elle peut quand même se développer très facilement dans le sud de la France et plus haut. Donc vraiment, elle est très très tolérante à beaucoup de facteurs météorologiques. Donc je suis pas sûre pour les précipitations, mais je pense que ça aura pas un impact énorme. Mais ça, c'est vrai, je vous remercie de l'avoir notifié. Je n'avais pas posé cette question du type de sol nécessaire. C'est intéressant qu'elle soit assez Ouais. polyvalente. Ouais. Très très polyvalente, on peut la voir d'ailleurs sur des milieux complètement qu'on penserait complètement hostiles, qui ressort de la route quand il y a des fissures dans le goudron, on peut en retrouver à ce moment-là. Vraiment, on la retrouve dans des endroits où on ne penserait pas que ce serait possible. Merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une question, il me semble, que je n'arrive pas bien à voir. Alors, c'est Madame ou Monsieur Plaveret, je vous prie de m'excuser. Une question par chat. Même avant grenaison, il y a un risque d'emmener des graines dans le chevelu racinaire qui résisterait au compostage. On vous demande Oui. pourquoi ne pas conseiller dans tous les cas de laisser sur place. Effectivement, quand on arrache une ambroisie qui est présente sur un sol où il y a un stock important, il y a la possibilité qu'en arrachant, avec le système racinaire chevelu, comme le disait la personne, il y ait des graines d'ambroisie qui ne soient pas germées, qui soient entraînées avec cet arrachage. Donc, effectivement, c'est quand même mieux de laisser sur place dans tous les cas. Après, ça sera pas énorme en termes de dispersion, puisqu'il y en a quand même assez peu. Mais effectivement, c'est une bonne remarque. Ouais, le laisser sur place dans tous les cas, c'est sans doute la meilleure solution. D'accord, merci beaucoup. Bon, merci Madame Meutet. On va vous retrouver tout à l'heure pour plus de questions et le débat. Madame Mercurol, merci beaucoup de nous avoir rejoints, donc responsable d'environnement extérieur au département de la Drôme pour l'ARS. Et donc, vous allez aborder la partie plus santé, effet de l'ambroisie sur la santé. Je vous laisse la parole. Alors, je partage mon écran. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Affichez votre écran. Pas encore. Ah.
Ça y est, parfait. Très bien, merci. Je tenais donc à remercier la Fondation Rovaltin qui, dans le cadre de ces jeudis thématiques dont on a maintenant l'habitude, a programmé cette conférence sur l'ambroisie qui est vraiment un enjeu sur notre territoire rhône-alpin et en particulier dans la Drôme. Donc ça répond vraiment à un enjeu local, en tout cas sur ce territoire. Pour passer à la diapo suivante. Donc, dans un premier temps, je vais présenter les mécanismes de l'allergie à l'ambroisie, en rappelant que donc, nous sommes en face d'une espèce qui émet un pollen fortement allergisant. Marie-Lou en a parlé. Alors, l'enjeu de ce pollen, c'est qu'il est transportable sur de longues distances et du coup, on est face à un enjeu d'exposition important dès lors qu'une plante, un pied de pollen peut produire de 100 millions à 3 milliards de grains de pollen selon sa taille et qu'en termes de santé publique, il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air pour que les allergies se déclenchent. Sachant que l'émission maximale des pollens, elle va se faire du matin jusqu'au milieu de la journée et en l'occurrence, la libération totale des grains se fera sur 6 heures de temps. Alors ces grains, voilà, comme je l'ai dit, vont se disperser facilement dans l'atmosphère parce qu'ils ont une faible densité, ils sont légers et leur vitesse de sédimentation est très faible. Du coup, on va pouvoir les retrouver transportés jusqu'à une centaine de kilomètres de leur lieu d'émission. Donc vraiment, l'enjeu lié au pollen, c'est un enjeu d'exposition de la population qui va concerner la population, qu'elle soit en ville ou à la campagne. On est vraiment sur un enjeu général d'exposition. Donc, ces pollens vont générer plusieurs effets sanitaires. Alors, ces effets sont multiples. On va les observer, ces réactions au pollen d'ambroisie, de fin juillet à octobre, selon les saisons et la météo. Et ces effets, donc, Marie-Lou les a évoqués, hein, ça va être à la fois des affections de la sphère ORL avec des rhinites, des conjonctivites, des trachéites, donc des irritations à chaque fois, des inflammations des muqueuses, des écoulements nasaux, mais également de l'asthme dans 50% des cas et des affections cutanées avec de l'urticaire, voire même de l'eczéma. Donc on est vraiment sur un panel de symptômes qui est très large, sachant que chez une même personne, on retrouvera 2 ou 3 symptômes le plus souvent. Alors après, le mécanisme de l'allergie, il se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, on va avoir une phase de sensibilisation allergique sans expression clinique. Alors là, c'est l'exposition au pollen qui va générer une réaction immunitaire. Donc on est sur une production d'immunoglobine E, c'est un peu technique, mais on est sur un mécanisme allergique de réaction à un allergène, le pollen. Dans une seconde étape, on va avoir une expression clinique. Alors là, on parle de rhinite allergique ou de polynose à l'ambroisie, avec donc l'apparition de ces symptômes qui s'affichent à l'écran. Et ces symptômes, donc, chez les personnes qui auront été précédemment sensibilisées. Alors, il faut savoir que cette évolution vers la seconde étape avec des symptômes n'est pas systématique, c'est-à-dire qu'on pourra avoir une sensibilisation sans avoir une expression de symptômes. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette allergie va toucher n'importe quel individu sans prédisposition génétique et qu'elle est particulièrement invalidante, hein, avec des arrêts de travail et une asthénie, donc une grande fatigue qui va pouvoir durer assez longtemps, dont on va avoir du mal à se défaire. Donc on est vraiment sur un impact d'invalidation et une grande faiblesse de l'état clinique général face à ces symptômes. Alors, pour objectiver le risque allergique lié au pollen d'ambroisie, le RNSA, donc Réseau national de surveillance aérobiologique, a créé un indice qui permet de fournir une information prévisionnelle quelques jours à l'avance, donc du risque allergique. Alors, pour établir cet indice de risque allergique, on part d'un indice qui tient compte de la métrologie, hein, puisqu'on a un réseau de capteurs qui est installé partout en France par le RNSA, des capteurs qui vont mesurer donc les pollens de cette ambroisie, sachant que le RNSA mesure tout un panel de taxons, hein, donc l'ambroisie étant un parmi d'autres.
en fonction de la comptabilisation de ces pollens, de leur concentration, quantité recueillie et de la situation géographique du capteur, on va pouvoir transformer ces données donc objectives mesurées en un indice de risque allergique qui va tenir compte des données de production de grains de pollen suivant la météo, qui va tenir compte des données cliniques du taxon, donc là on est sur l'ambroisie, et qui va tenir compte des prévisions météorologiques puisque la production de pollen va dépendre notamment des données météo. Donc cet indice de risque qui est construit à partir de la métrologie, il varie de 0 à 5 et il permet donc aux personnes allergiques de se prémunir. Puisque, comme le disait Marie-Lou, on va avoir un bulletin hebdomadaire qui va être fourni par le RNSA et qui permettra donc aux personnes allergiques de se protéger par rapport à ces pollens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on est supérieur ou égal à 3 avec ce risque allergique d'exposition au pollen, eh bien, toutes les personnes allergiques souffriront de pollinose. Donc, l'enjeu est pose grâce aux données de modélisation d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc l'instance agréée, l'association agréée de surveillance de la qualité de l'air sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et bien, grâce à ces données de modélisation, je ne sais pas si vous avez un message qui s'affiche aussi sur l'écran là. Alors, on se retrouve avec des cartes d'exposition au pollen d'allergie et on constate que les zones impactées par un risque d'allergie au pollen supérieur ou égal à 3, donc celui qui va déclencher l'allergie, eh bien, les zones où cet indice va durer plus de 40 jours se concentrent principalement sur le bassin lyonnais, la vallée du Rhône et le sud de la région. Alors, cette modélisation nous permet donc de voir que certaines zones de la région sont particulièrement exposées donc au risque allergique, plus de 40 jours par an. On constate également qu'une autre partie de la région, la Loire et le nord de l'Auvergne, sont touchés plus de 20 jours par an par cette exposition à un risque d'allergique supérieur ou égal à 3. Et en termes de population exposée, ça représente quand même 14% de la population, hein, donc 1 million de personnes. Et enfin, sur la durée d'exposition au pollen d'ambroisie, cette modélisation nous indique que 67% de la population d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire 5,2 millions d'habitants, a été exposée à un risque d'allergie à l'exposition au pollen, par exposition au pollen supérieur ou égal à 3, plus de 20 jours en 2020. Donc ces saisons d'exposition, elles sont modélisées, ça correspond effectivement à de la métrologie. Et ces données d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont récentes, donc on peut déjà disposer des données 2020, ce qui est fort appréciable. Ce qu'on constate, c'est que d'une année à l'autre, cette exposition de la population Auvergne-Rhône-Alpine à l'ambroisie augmente. En durée, en indice de risque, on est sur des données qui augmentent. Alors, ces données d'exposition, il faut les mettre en balance avec la prévalence de l'allergie à l'ambroisie. La prévalence, c'est donc le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné. Alors voilà, on parle beaucoup d'incidence pour le Covid. Sur le domaine de l'allergie, l'indicateur épidémiologique, c'est la prévalence. Alors, la prévalence sur les pollens en général en France, bon, si on mélange tous les pollens, une étude de l'ANSES de 2014 nous indique que 33% des adultes seraient concernés donc, par une allergie au pollen en France. Chez les adolescents, cette proportion est moindre et chez les enfants, on est plutôt entre 7 et 20%. Donc là, tout pollen, et c'est une estimation haute. Et quand on descend quand on focalise sur l'ambroisie, eh bien, on a des données sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui indiquent que 540 000 à 764 000 personnes seraient allergiques à l'ambroisie sur cette région, avec une prévalence qui va être variable hein, selon les zones. Mais dans les zones fortement exposées, en tout cas, elle va être de 21%, et dans toutes zones confondues, elle sera de 13%, sachant que ces données sont des données à l'échelle de l'EPCI et qu'on a une différence spatiale
dans les EPCI de Rhône-Alpes en termes de prévalence. Selon qu'on va être sur la vallée du Rhône, la prévalence sera plus élevée que si on est en zone alpine. Voilà, donc une prévalence qui va être variable sur la région, mais qui atteint quand même un taux de 21% pour les zones les plus fortement exposées. Alors, ces indicateurs d'exposition se traduisent par des coûts. Donc, on a des études qui sortent régulièrement de l'impact médico-économique de l'allergie à l'ambroisie en Auvergne-Rhône-Alpes, la dernière datant de 2017. Et donc, elle a été réalisée par l'ORS, l'Observatoire régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes, à partir de données de l'assurance maladie. Alors, ce sont des statistiques, mais qui se traduisent en coûts. Et l'on voit que ce coût global de consommation de soins relatifs à l'ambroisie, on peut le chiffrer, il est estimé à plus de 40,6 millions d'euros en 2017. Alors, on a toute une répartition des coûts où l'on voit que le coût il est principalement dû aux actes de consultation. C'est ce qu'on voit sur l'histogramme en vert. On a 41% de la dépense totale, soit plus de 16 millions d'euros qui sont dus à des actes de consultation. On a un quart des dépenses, 24%, qui sont expliquées par des actes de désensibilisation orale, puisqu'on est sur une allergie, on peut se désensibiliser à l'allergie. Et on a des dépenses qui sont plus faibles, mais pour ce qui est des médicaments anti-allergiques et des coûts en termes d'arrêt de travail, on est quand même à 6,5 millions d'euros et 5,5 millions d'euros sur la région. Après, on a des dépenses qui sont un peu moindres. C'est tout ce qui va être les tests biologiques d'identification des immunoglobulines E, puisque c'est comme ça qu'on va vraiment identifier l'allergie à l'ambroisie par des tests sanguins. Mais on a également donc les consommations en médicaments anti-asthmatiques et des tests allergologiques cutanés qui vont également représenter une part bien moindre, puisqu'on va être sur 5% des dépenses, mais qui vont quand même représenter des milliers d'euros à chaque fois. Donc, on est sur des coûts qui sont vraiment élevés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant qu'un coût moyen a pu être établi en Auvergne-Rhône-Alpes, justement, à partir de ces données. Pour un individu allergique, ce coût moyen, il s'élève à 62 euros en 2017. Alors, il y a 3 départements qui dépassent ce coût moyen. C'est le Cantal, la Drôme et l'Isère qui sont vraiment particulièrement impactés par les pollens et par l'exposition et par donc la consommation de soins en lien avec l'allergie à l'ambroisie. Alors, un petit focus rapide sur la Drôme, où l'on constate que on est sur des diagrammes qui ont été effectués pour des histogrammes qui ont été réalisés pour les 12 départements. Et néanmoins, avec la Drôme, on note que on a 12% de personnes qui sont concernées par l'allergie à l'ambroisie. Alors, c'est des chiffres qui sont sous-estimés parce qu'ils ne tiennent pas compte de l'automédication, c'est-à-dire que dans les bases de l'assurance maladie, on va pouvoir quantifier les différents coûts, mais ces coûts seront minimisés par le fait qu'on n'aura pas à quantifier les coûts des personnes qui seront en automédication. Donc, c'est forcément des coûts sous-estimés. Et voilà, donc on note que dans la Drôme, on a parmi les taux les plus élevés de la région en termes d'impact médico-économique de l'allergie à l'ambroisie. Alors tout ça, c'est des statistiques, mais qui montrent quand même l'impact que peut avoir en termes de coûts sanitaires cette allergie à l'ambroisie. Alors, dans une deuxième partie, je vais faire un rappel rapide de la réglementation ambroisie et du rôle de l'Agence régionale de santé dans la lutte contre l'ambroisie, puisque donc la réglementation ambroisie, elle est principalement axée sur le Code de la santé publique, avec un corpus réglementaire qui date donc, qui a été notamment consolidé avec la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui a introduit dans un article 57 la notion d'espèce nuisible à la santé humaine, ce qui a été une avancée réglementaire conséquente dans le domaine de la lutte. Cette lutte, elle est interministérielle, mais bon, on voit que la réglementation est surtout portée par le Code de la santé publique. Donc, cette loi se décline ensuite dans un décret du 26 avril 2017 qui met en place une organisation de la lutte à l'échelle nationale et qui décrit les mesures de prévention et de lutte à mener donc sur l'ensemble du territoire et en fonction du niveau d'infestation, puisqu'on a quand même 3
zones qui sont identifiées, une zone qui va être dite une zone de faible infestation, zones de front et les zones fortement infestées dans lesquelles les mesures de gestion seront adaptées. Donc ça, c'est décrit par ce décret du 26 avril 2017 qui désigne les 3 espèces d'ambroisie qui ont été citées précédemment par Marie-Lou Mottet, à savoir l'ambroisie à feuilles d'armoise, l'ambroisie à épilis et l'ambroisie trifide, et bien qu'il les désigne, qui met en place une organisation pour lutter obligatoirement contre ces 3 espèces d'ambroisie. On a également l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 qui, lui, pour le coup, interdit l'introduction, le transport, l'utilisation, la vente et l'achat de toutes les espèces classées nuisibles à la santé humaine. Donc, on est sur une déclinaison encore du décret. Et enfin, on a, qui est paru un peu plus tard en 2018, une instruction interministérielle qui, elle, décrit l'architecture de l'organisation de la lutte contre l'ambroisie au niveau local et qui instaure notamment un plan d'action local de prévention et de lutte contre l'ambroisie. Ce plan devant être mis en place avec l'échéance de mai 2019. Et donc, ça s'est traduit dans les départements par des arrêtés préfectoraux de lutte contre l'ambroisie, tout en sachant qu'on a, pour l'application de ce corpus réglementaire, l'application locale, elle se fait au niveau de la commune et des référents communaux. Elle peut également se faire au niveau des EPCI, puisque c'est vrai que cet échelon territorial est assez pertinent dès lors qu'on peut mutualiser les moyens et les moyens humains et matériels. Donc, on a effectivement l'échelle de l'EPCI en plus, qui est intéressante. Mais en tout cas, la gestion locale, elle se fait vraiment sur le terrain au niveau des communes dans un premier temps. Alors, pour replacer également cette lutte contre l'ambroisie dans son contexte, on est également dans le cadre du plan régional santé-environnement 3, qui a une action 13 qui est dédiée à la réduction de l'exposition de la population au pollen allergisant et notamment au pollen de l'ambroisie. Alors, cette action 13, elle vise à consolider le dispositif de surveillance déjà de l'ambroisie et les réseaux territoriaux qui sont dédiés à cette lutte. Elle se décline en 2 mesures. Une mesure qui est sur la surveillance générale de la concentration des pollens dans l'air, puisqu'on est vraiment sur un enjeu qui est lié au pollen, et un dispositif, et donc ces pollens, voilà, on doit avoir l'information disponible pour les personnes sensibles, donc on est clairement là sur avoir une surveillance des pollens et pouvoir informer la population grâce aux différents réseaux territoriaux mis en place sur la région. Et dans une mesure numéro 2, ce PRSE 3 veut poursuivre la lutte contre l'ambroisie qui a été déjà engagée dans les plans précédents, puisque avec les PRSE, on débute en 2004. Donc, il s'agit vraiment de renforcer et de coordonner la communication sur les actions qui sont faites dans les collectivités et de mettre en lumière les réalisations qui sont probantes et montrer l'exemplarité. Et on est vraiment sur de la mise en réseau et de la valorisation des expériences probantes avec ce PRSE 3. Ce PRSE 3, bon, alors là, on en est au stade où un PNSE 4 vient d'être annoncé, on a eu une communication sur le lancement du PNSE 4 qui va se décliner en région par un PRSE 4 où là encore on aura des actions fortes sur la réduction des expositions, puisque c'est un des axes de ce PNSE 4 avec la notion de One Health, une seule santé, où on va parler d'exposition et comment la réduire. Donc on est toujours dans un enjeu sanitaire avec l'ambroisie qui est pris en compte par des plans locaux et des plans nationaux de santé-environnement. Alors, donc, cette lutte contre l'ambroisie représente un enjeu de santé publique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'elle est donc, à ce titre inscrite dans les plans nationaux et elle est déclinée en région. Et dans ce cadre, quel est le rôle de l'ARS par rapport à la lutte contre l'ambroisie? L'ARS participe à différents niveaux, puisqu'on participe à la définition de la politique nationale, on est membre de l'Observatoire des ambroisies et on alimente avec nos données, nos remontées du terrain, les ressources de cet observatoire. La région Auvergne-Rhône-Alpes a participé à de la cartographie sur l'ambroisie. L'ARS en tout cas
Et on participe aux formations qui sont destinées à la fois aux référents communaux et aux élus territoriaux en participant au contenu du cahier des charges de ces formations. Donc, on est dans ce registre-là également. En termes de plateforme de signalement, il faut savoir que c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a lancé la plateforme actuelle de signalement. On est donc voilà, dans la politique nationale avec ces actions-là. Ensuite, l'ARS, elle met en œuvre la réglementation en Auvergne-Rhône-Alpes en animant des comités de lutte contre l'ambroisie au niveau départemental et en lançant les plans de lutte départementaux, en faisant en sorte qu'ils soient pris, en mobilisant les services de l'État, puisque la lutte, elle est interministérielle, aux différents niveaux territoriaux. La lutte, elle est au niveau des ministères de l'Agriculture, de la Santé, de la transition écologique. Donc, on a vraiment une interministérialité à tous les échelons. Donc, l'ARS, elle va également être là pour que les services de l'État rentrent dans la lutte, que des arrêtés préfectoraux d'obligation à la lutte soient pris dans les départements. Et donc, on a une couverture à ce jour qui est assez importante d'arrêtés préfectoraux au niveau national. Donc, des obligations de lutte sur les territoires sont mises en œuvre. L'ARS va également soutenir et faire de la publicité sur les actions qui sont mises en œuvre sur le territoire. Elle va les valoriser, elle va les soutenir et elle va sensibiliser le grand public à la reconnaissance de la plante et à la lutte par divers moyens. Ça peut être des communications qui seront faites à l'échelle du service de la communication, par tweet, par les moyens, les médias nouveaux. Enfin, on a différents canaux de communication. On va également participer en mettant en prêt nos expositions et nos différents outils. On va participer à ce que cette lutte soit prise en compte voilà, par les communes. Et enfin, l'ARS va contribuer à développer, à animer et à accompagner le réseau des référents territoriaux en lien avec les Fredons, qui sont l'opérateur désigné pour ce faire. Et d'après les chiffres les plus récents, on aurait à ce jour 5800 référents désignés, puisqu'on a eu avec l'année 2020 une refonte suite aux élections et des désignations nouvelles. En tout cas, on en serait à ce chiffre-là aujourd'hui de 5837 référents désignés sur la région. Donc, on commence à avoir un maillage territorial intéressant. C'est vrai que l'animation territoriale est quelque chose qu'en ARS, on a à cœur de mener. Donc, voilà, on est également sur cet aspect-là. Alors, après un focus sur le plan de lutte, alors drômois, mais il en existe dans tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce plan de lutte drômois, il fait suite donc à l'instruction interministérielle du 20 août 2018 qui donnait l'organisation de la lutte au niveau territorial et qui a créé un nouveau cadre d'action dans les départements. Donc, la mise en œuvre de cette instruction ministérielle dans les départements se traduit par la prise d'un arrêté préfectoral qui oblige à la lutte obligatoire contre les 3 espèces d'ambroisie. Alors, dans la Drôme, il y en a 2, c'est l'ambroisie à feuilles d'épilis et l'ambroisie à feuilles d'armoise. L'ambroisie à épilis, pardon, et l'ambroisie à feuilles d'armoise. On a vu que l'ambroisie trifide pouvait émerger dans certains départements, comme dans l'Ain. Donc, selon les cas, on aura les 2 espèces ou les 3 espèces d'ambroisie qui seront prises en compte dans cet arrêté de lutte au niveau des départements. Et cet arrêté, il est annexé donc au plan de lutte qui est pris dans chaque département. Et ce plan de lutte, eh bien, il se traduit par la mise en place d'un comité de coordination départementale dans lequel on va retrouver tous les partenaires de la lutte au niveau du terrain. Donc, on va retrouver les chambres d'agriculture, on va retrouver les différents partenaires, également la DDT, donc l'ARS, la préfecture. On va avoir également certains référents qui seront particulièrement actifs au niveau des EPCI notamment. Et l'idée sera d'animer ce réseau de référents territoriaux pour faire en sorte qu'ils mettent en place au niveau du territoire un plan de lutte qui sera d'une année sur l'autre, qui sera promulgué et qu'on pourra suivre avec des indicateurs. Donc, on a eu un peu un coup d'arrêt en 2020 puisqu'il n'y avait pas de réunion, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément pu se réunir, mais néanmoins, là, ça devrait reprendre. Et
Ensuite, il s'agit, dans le cadre toujours de ce plan de lutte, de poursuivre l'amélioration des connaissances sur les ambroisies, puisqu'on voit qu'on a des ambroisies qui peuvent émerger. Il s'agit de savoir quelle est la différence de l'une par rapport à l'autre, apprendre à les reconnaître, être vigilant donc sur leur propagation. L'amélioration des connaissances, ça passe également par des actions de sensibilisation du public, des actions de formation, et puis c'est mettre en place et suivre ce qui se fait en termes de lutte préventive et curative. On peut avoir des expérimentations qui sont menées, par exemple, on peut avoir du pâturage sur des lits de rivière, on peut avoir voilà, des actions qui vont être déclinées selon les milieux. L'idée, c'est de suivre tout ce qui est fait, de le capitaliser et puis voilà, de s'en servir comme ressource pour également faire remonter au niveau national toutes les actions qui seront suivies de résultats seront valorisés au niveau national. Donc, le rôle de l'ARS dans tout ce dispositif, ça va être un rôle d'animation, de coordination des acteurs, parce qu'on voit qu'on est sur une lutte où les acteurs sont nombreux. On est sur différents secteurs d'infestation, que ce soit le domaine agricole, les grands linéaires routiers, mais également ferroviaires, que ce soit les bords de rivière, les espaces naturels, les chantiers du BTP, ou même les zones urbaines, zones d'activité, etc. Donc, on a différents gestionnaires qu'il va falloir coordonner et toutes ces actions seront animées dans le cadre d'un plan de lutte qui sera mené dans chaque département. Alors donc, c'est par l'action, ce qu'on voit, c'est que c'est par l'action et la responsabilisation de chacun qu'on arrivera à l'objectif commun de diminuer les impacts de l'ambroisie sur la santé, qui, on l'a vu, se traduisent par des coûts tout à fait conséquents et avec les prévisions sur le réchauffement climatique, effectivement, on craint d'avoir des saisons polliniques de plus en plus longues, on craint d'avoir une infestation par la graine qui remonte en latitude et du coup, les coûts ne font qu'augmenter. Donc l'enjeu, il est vraiment, en tout cas en santé publique, de réduire les concentrations de pollen et donc d'agir au niveau local pour que ça soit fait par tout un chacun en veillant donc à coordonner l'action de tous et à valoriser l'action de tous. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Mercurol, pour cet exposé extrêmement clair et complet. Moi, j'ai appris beaucoup. J'ai quelques questions. Je vais déjà voir si il y a des questions peut-être dans l'auditoire. Madame Motter, à un moment, vous avez parlé d'une plateforme participative, c'est ça? Oui. Éventuellement, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Quels sont les types d'informations qu'on peut reporter sur cette plateforme si des gens souhaitent participer ou Donc c'est une plateforme qui s'appelle la plateforme de signalement ambroisie. Et effectivement, si vous avez l'impression d'avoir croisé de l'ambroisie sur votre route, vous pouvez tout à fait la signaler soit sur un site internet, sur l'application, par numéro de téléphone ou par mail. Et en fait, vous pouvez, alors pas encore sur l'application, mais bientôt, vous pouvez signaler l'ambroisie que vous avez croisée. Donc l'espèce d'ambroisie, souvent, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise, évidemment, puisque c'est celle qu'on retrouve partout. Et vous pouvez donner un certain nombre d'éléments, donc sur le type de milieu, sur la densité d'ambroisie. Est-ce que vous en avez plutôt une dizaine de pieds ou plus de 50 ? Vous pouvez laisser des coordonnées d'ailleurs qui sont très utiles pour les référents parce que souvent ils ont des questions en fait sur soit j'ai pas retrouvé la population, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ou est-ce que vous avez des photos éventuellement. Donc c'est assez important de remettre ça facilite ensuite la gestion derrière. Et puis il y a la possibilité aussi d'ajouter une photo. Et en fait, ces informations sont envoyées après à des référents, donc Armelle en a parlé, qui vont valider ou pas le signalement, qui vont pouvoir déjà sur la photo voir si effectivement ça ressemble à une ambroisie ou pas, puisqu'on peut avoir des drôles de surprises des fois. C'est vrai, ça Et vous est déjà arrivé on d'avoir reçoit quand même
pas mal de plantes, souvent de l'armoise, qui est la plante avec laquelle on confond le plus souvent. Mais il y a d'autres plantes comme le persil sauvage, les cosmos, la tanésie, le coquelicot aussi à certains stades qui peuvent être source de confusion. Donc il y a quand même un certain nombre de ces signalements qui sont erronés, mais c'est évidemment pas la majorité. Et puis les référents vont pouvoir donc changer ces signalements de à valider en validé non détruit ou validé détruit ou signalement erroné ou bien déjà signalé. Voilà. Et puis après toutes ces données, donc les données validées au niveau national, nous on va les récupérer, on va s'en servir pour suivre la présence de la plante et puis créer les cartes que je vous ai présentées en tout début. Et puis voilà, donc c'est un outil de gestion qui est très important pour la stratégie mise en place en France. Et c'est un bel exemple de science participative quelque part, parce que Oui, exactement, où les citoyens participent. Ouais, je trouve ça très très beau. Madame Mercol, on vous a retrouvé. Vous nous entendez, tout va bien? Bon, super. Je vais commencer à vous poser, oui, pour les personnes qui sont allergiques, quelles sont vos recommandations quand on passe au niveau 3? Que faut-il faire? Les recommandations, on m'entend? Oui. Oui, très bien. Ça va être d'éviter l'exposition à l'extérieur, ça va être de ne pas laisser son linge sécher à l'extérieur, ça va être de se rincer les cheveux parce que les pollens vont se nicher dans les cheveux, ça va être voilà, à la fois d'éviter de s'exposer en extérieur au pollen et également de faire attention à, si on a des pollens sur soi, à les éliminer. Après, j'ai pas... Il y a pas mal de personnes qui nous disent que c'est tellement insupportable qu'elles sont obligées de quitter le département. Donc, on a cet aspect-là qui est un peu radical. Mais après, c'est vrai qu'on a vu que l'émission des pollens, elle se fait surtout le matin pendant 6 heures et bon, il y en a peut-être moins en après-midi et en fin de journée. Mais bon, il faut faire attention. Puis ça va être fonction aussi des vents, de la météo, quoi. Donc, faire attention en fait à tous ces paramètres. Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. J'ai vu également sur une de vos diapositives, qu'en ce qui concerne le département de la Drôme, quand on regardait la répartition des coûts, pour les enfants, il y avait beaucoup de désensibilisation orale et pour les personnes plus âgées, pas tant que ça finalement et plutôt un traitement d'allergènes. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Est-ce que c'est plus pour les enfants, on fait de la désensibilisation? Alors la désensibilisation, c'est le stade ultime. On va d'abord être sur des traitements, enfin des traitements de la prévention. On va être sur de la prise d'antihistaminiques, de corticoïdes. Là encore, c'est pas anodin, mais on est sur c'est ce que nous expliquait le docteur Gros-Claude, pneumo-allergologue, lors des journées de l'Observatoire la semaine dernière. Il y a plusieurs phases en fait dans le fait d'aborder cette allergie à l'ambroisie et la désensibilisation, c'est vraiment la dernière phase, quoi. Et alors, ça peut marcher comme ça peut très bien ne pas fonctionner, la désensibilisation. Alors après, pourquoi les enfants? Peut-être que parce que si on commence effectivement tôt avec une désensibilisation, voilà, on prépare mieux l'avenir. Parce que finalement, la désensibilisation, c'est faire en sorte que l'organisme soit plus à même de ne pas réagir finalement face au pollen. Parce que finalement, l'allergie, c'est quoi? C'est une exacerbation de la réaction immunitaire, en fait. Donc, si on désensibilise à l'allergie, on rend l'organisme ne sera plus en réaction incontrôlée face à l'allergène. Donc, je pense que plus on commence tôt, mieux c'est. Après, moi, je ne suis pas allergologue, mais c'est vrai que c'est ce que disait Martine Gros-Claude. J'ai bien retenu la chose. Merci beaucoup. Ça, c'est intéressant. Je me posais cette question également, finalement, parce que on le voit parfois, le fait d'être mise en contact avec un élément allergène, type pollen ou autre, parfois c'est des poils de chat, enfin bon, peu importe,
finalement, on n'est pas allergique au départ et puis à force, on finit par le devenir. Est-ce que c'est quelque chose, oui, que vous voyez aussi, par exemple, pour les personnes qui sont depuis un moment en Auvergne-Rhône-Alpes, elles finissent par développer des allergies? C'est ça, c'est le principe de l'allergie, c'est que plus on va s'exposer, plus on va déclencher un terrain qui n'est pas génétique. On l'a vu, n'importe qui peut déclencher l'allergie à l'ambroisie. C'est en s'exposant de toute façon que l'organisme va créer des immunoglobulines E, donc une réaction allergique. Alors c'est vrai que certaines personnes ne vont pas déclencher. Je sais pas, il n'y a rien de mathématique là-dedans. Certaines personnes pourront s'exposer sans déclencher, d'autres déclencheront. Enfin voilà, il y a vraiment une gradation des situations. Je ne sais pas comment ça s'explique, mais en tout cas, le principe de l'allergie, c'est que plus on s'expose, a priori, plus on risque de déclencher les symptômes quand même. Voilà. Et si je peux rebondir sur les propos d'Armel, justement, c'est une problématique aussi en termes de stratégie, puisque finalement, les personnes qui sont en Hauts-de-France, en Bretagne, dans des régions qui sont très peu envahies, du coup, ne sont pas exposées au pollen et donc ne sont pas allergiques. Pour autant, il va y avoir des populations d'ambroisie qui vont commencer à s'implanter. C'est par exemple le cas en Nouvelle-Aquitaine, où les populations sont là depuis un certain temps déjà, et l'allergie apparaît après. Donc en fait, c'est très compliqué de faire prendre en compte le fait qu'il va y avoir un problème, qu'il faut faire quelque chose pour plus tard, alors qu'on ne voit pas encore les résultats en termes de santé publique. Mais ça, c'est un gros enjeu, notamment dans les zones en fond de colonisation, comme on les appelle. Après, j'imagine que sur ça, il y a peut-être des modèles qui ont été mis en place justement peut-être dans la région ou dans d'autres régions qui pourraient être applicables en termes d'évolution, même si ça reste des modèles et étant donné les changements qui nous attendent, c'est probablement pas juste. Oui, il me semble qu'il y a de la modélisation oui, qui est faite notamment sur la présence de pollen dans l'air. Sur la probabilité de présence de pollen, c'est des cartes qui sont disponibles. Alors, je ne pense pas qu'elles soient présentes pour toute la France, mais en tout cas, elles existent pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et oui, effectivement, en fonction de différents scénarios aussi, on peut les voir évoluer, notamment en termes de changement climatique. Il y a beaucoup de scénarios qui sont faits avec de la modélisation de présence de pollen en fonction de différents facteurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous avons une question, Monsieur Pina. Si vous voulez ouvrir votre micro, je vais vous donner la parole. Bonjour, Monsieur Pina. Bonjour à vous, bonjour mesdames. Merci pour votre présentation. J'avais une question un peu plus culturelle que typiquement biologique. Pensez-vous que les caractéristiques d'allergènes de l'ambroisie ont permis un engouement culturel, notamment dans l'Antiquité gréco-romaine, parce que faisait partie en effet des plantes utilisées dans les cérémonies avant l'ère chrétienne. Alors voilà, je voulais avoir votre avis sur le sujet. Je vous remercie. Alors j'avoue que j'ai pas d'infos moi là-dessus, donc je vais pas pouvoir vous répondre de ce côté-là. Je sais pas, Armel, de ton côté si. Vous parlez de la liqueur d'ambroisie, c'est ça? Enfin, Oui, par exemple. je ne sais pas comment c'était utilisé, mais en tout cas, c'était certainement par ingestion. Et là, on voit que les effets, ils sont par inhalation et par contact cutané. Hein. De toute façon, après, par l'ingestion, on n'a pas de. Il me semble qu'on n'a pas de données sanitaires là-dessus. Hein. Le risque par la voie orale, j'avoue que là, on est vraiment sur des pollens, donc l'inhalation et puis le contact cutané, quoi. Moi, j'ai pas de données sur l'ingestion d'ambroisie, quoi. D'accord, Je ne sais pas si c'était la question. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pina. Écoutez, on regardera ça à l'époque romaine. L'ambroisie et la place de l'ambroisie dans les cérémonies. Et une autre Après, question peut-être, sur un autre aspect culturel, c'est donc l'ambroisie, souvent, quand on dit
on parle de quelqu'un de l'Ambroisie, il va nous dire c'est la nourriture des dieux sur le mont Olympe, non, quelque chose comme ça. Donc effectivement, l'ambrosia, enfin il y a plusieurs espèces d'ambroisie comme je vous l'avais montré au début. On en a 4 en France, mais en fait dans le monde entier il existe une 40aine d'espèces. Et il y en a qui sentent très très bon de ces ambrosias, et donc le nom vient de là aussi, donc la nourriture des dieux qui est délicieuse, qui sent très bien, ambroisie. Voilà, petite touche culturelle autre. Merci beaucoup, c'est extrêmement passionnant. Alors, dernière chance, posez vos questions à nos 2 expertes. Je crois qu'il y a une question ici. Moi, j'avais une question, mesdames. Je prends l'ordinateur d'Armel, mais c'est Mathilde qui parle. Est-ce qu'il y a un profil un peu type des personnes allergiques à l'ambroisie? Est-ce que c'est plutôt les personnes âgées que les enfants, plutôt les femmes que les hommes, ou pas spécialement? Donc, on a vu qu'en population générale, tout pollen confondu, on avait 33% de personnes allergiques au niveau national. On a vu que chez les enfants et les adolescents, c'était plutôt 7 à 20%, donc moindre. Après, c'est vrai qu'on développe plus l'allergie à l'ambroisie à l'âge adulte. Ça, c'est en tout cas en Europe. Dans les pays d'où elle est native, en Amérique, on va pouvoir développer l'allergie plus jeune, de ce que j'ai pu lire dans le rapport de l'ANSES de 2020. Mais bon, dès qu'on est adulte, on peut craindre, enfin, d'autant plus qu'avec ce que disait Marie-Lou, avec le changement climatique, on va avoir des émissions de pollen qui seront encore plus fortes. Et puis c'est ce que disait aussi le docteur Gros-Claude, allergologue, c'est que le système immunitaire de la population a tendance à s'amoindrir, puisque la population va pouvoir être exposée à plusieurs polluants. On est dans des régions où on peut avoir une pollution de l'air non négligeable. Donc le système immunitaire, il a tendance à être moins résistant, et on s'attend à de plus en plus de personnes allergiques dans le futur en tout cas. Voilà, il y a tout un contexte qui fait que plus d'émissions de pollen, plus d'exposition, plus de personnes allergiques, quoi. Ça, c'est ce qu'on aura dans le futur, de toute façon. D'accord, merci. Malheureusement. Mathilde, tu tombes bien. Merci beaucoup, mesdames. Je crois que plus de questions, donc on va clôturer cette session. Mathilde, tu peux montrer on t'a entreaperçu déjà plusieurs fois, mais si tu peux mettre la webcam, que les participants puissent te voir. Voilà, super. Parce que vous ne voyez pas Mathilde, mais depuis le début d'année, c'est elle qui gère toute la logistique des jeudis. Et donc voilà, l'idée c'était de te remercier, mais tu as déjà disparu. Où es-tu? Que vous puissiez la voir pendant plus de 10 secondes. Ok. Voilà. Donc merci Mathilde à ça, merci à l'ARS qui soutient nos jeudis. Merci à nos 2 expertes, Madame Mottet et Madame Mercurol, parce que c'était extrêmement clair. Et je crois que là, on a beaucoup appris sur l'ambroisie. Et c'est la saison. N'hésitez pas à aller voir sur le site du Fredon, sur le site de l'ARS. Également, on rappelle que c'est les 2 semaines de lutte contre l'ambroisie. Donc, n'hésitez pas non plus à regarder un peu les événements qui s'y passent. Je vous le disais en entrée, on fait une pause estivale dès jeudi. Voilà, on vous retrouve avec plaisir à la rentrée. Là, on croise les doigts pour vous retrouver en présentiel, pour tous ceux qui nous suivaient auparavant à l'UGA de Valence. Et puis, on fera les 2 probablement, une partie, en tout cas en présentiel, et on retransmettra aussi en live voilà, sur GoToWebinar. Eh ben, je vous libère. Je vous remercie de nous avoir suivis à nouveau aujourd'hui. Je vous souhaite un très bel été. Et puis, je vous dis à la rentrée, au mois de septembre. Au revoir, Madame Mottet. Merci beaucoup d'être venue. Merci au à revoir, vous. Madame Mercurol. Et merci aux bientôt. participants. Au revoir. Bon été, au revoir.